Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais vous présenter ma création, donc à savoir un mini cockpit pour Flight Simulator qui regroupe deux modules. Un module que je vais appeler module de démarrage, qui va en fait regrouper une bonne partie des instruments et des manœuvres de démarrage, donc que ce soit alternateur, batterie, toute la partie éclairage, donc feu de navigation, feu de roulage, feu d'atterrissage, etc. Le contrôle des magnétos aussi, et puis le démarreur. Et ensuite, je vais vous présenter le second module que je vais appeler contrôle et navigation, qui va regrouper plutôt des instruments de contrôle, surtout en vol, donc l'altimètre, le badin, l'assiette, le VOR, et aussi le système de communication radio ainsi que le transpondeur. Ce tuto vient en soutien de mon post sur le groupe Facebook Flight Simulator France. Je vais mettre le lien et de toute façon tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo je la fais sans prétention, aussi pour présenter toute la démarche qu'il y a derrière ce projet de mini cockpit, les limites, les soucis que j'ai pu rencontrer. Et surtout, je fais aussi cette vidéo parce que je trouve qu'il y a assez peu de ressources en français sur YouTube. On trouve quand même beaucoup d'infos sur les forums comme aircockpit.fr, mais voilà, ça demande de la recherche, etc. Et c'est vrai que sur YouTube, on va surtout trouver du contenu en anglais. Alors, donc pour commencer, on va parler un petit peu du projet. Et je vais d'abord vous parler en fait de mon usage de Flight Simulator. Donc personnellement, ça fait un peu plus d'un an que je fais de la simulation de vol. Donc d'abord sur FSX et puis sur FS 2020, donc depuis fin août, début septembre, donc depuis la sortie de la 1.0, puisque j'avais pas eu d'accès à la bêta. Alors, perso, j'adore le monde de la simulation de vol, tout le travail qu'il y a derrière d'apprentissage, de découverte, le travail communautaire, etc. Mais je suis aussi avant tout un gros joueur PC en général, et je passe donc beaucoup de temps sur des simulations automobiles, sur des shooters, des jeux multijoueurs, des jeux d'aventure, enfin voilà quoi, je suis pas limité à la simulation de vol. Et je peux donc pas me permettre de dédier un PC entier à la simulation de vol parce que déjà c'est assez onéreux et surtout ça prend énormément de place. On voit beaucoup de créations avec des cockpits qui condamnent un bureau, parfois des salles entières dans les appartements. Voilà, moi c'était pas du tout mon projet. Il fallait donc que je pense à un système qui soit à la fois économique, vous allez voir, et qui soit léger, qui soit simple, que je peux déplacer facilement, que je peux améliorer, que je peux modifier facilement. Voilà. Ce cockpit, j'ai pas précisé, mais c'est un cockpit qui est principalement utilisable sur du vol en VFR. Vraiment, je précise. Je fais assez peu d'IFR et voilà, vous voyez, c'est un petit peu la réplique que vous allez voir au niveau des instruments de ce qu'on peut trouver dans du DR400, du Cessna et ce genre de petit avion quoi. Alors après j'imagine qu'en suivant ce tuto ça peut donner des bases pour éventuellement faire des copies physiques du G1000 ou d'autres ordinateurs de bord, mais voilà, là dans ce tuto on est vraiment sur des instruments type VFR. Quand je parle de budget serré pour le projet, vous allez voir que je vais vous mettre toute la liste de courses, tout le budget total euh, du, du projet. Et je pense honnêtement qu'on peut difficilement avoir quelque chose de moins cher quand on verra toutes les fonctionnalités qu'on peut arriver à avoir. Donc ça demande quand même certains compromis, ça demande parfois de jongler avec des logiciels externes, etc. Mais bon, je trouve que le résultat est plutôt pas mal et ça revient surtout beaucoup moins cher que d'acheter ne serait-ce que les panels Sci-Tech, etc. Voilà, je pense que j'ai fait une introduction assez longue. On va passer directement à la présentation du premier module, le module de démarrage. Alors, pour résumer ce module, donc c'est très simple. Il s'agit en fait d'une boîte en bois dans laquelle j'ai installé une carte 0 délai USB, trouvable sur Amazon pour vraiment pas cher. Je reviendrai en détail sur la carte plus tard.
Sur cette carte, j'ai relié 9 interrupteurs et un Neumann, si je peux dire, qui à la base est utilisé pour des tracteurs ou des machines agricoles. Donc ce démarreur, j'utilise pour démarrer mes deux magnétos. Et j'utilise aussi comme démarreur. Alors, je sais que dans les DR400, etc., on démarre pas un avion à la clé. Enfin, on allume les magnétos et puis on appuie sur un démarreur. Mais bon, je trouvais ça rigolo de démarrer à la clé un peu à la façon d'une bagnole. Le budget du coup pour ce projet, alors pour le bois, bon, j'ai pris du MDF vraiment basique. Je dois en avoir pour environ 3 euros de bois. 10 euros pour les deux interrupteurs à LED, donc ils me servent à la batterie et à l'alternateur. Alors en fait c'est 10 euros les 4 interrupteurs à LED, mais j'en utilise que deux, donc j'en ai deux en rab au cas où. 10 euros pour le Neumann, 8 euros pour tous les petits switches qui me servent à contrôler mes éclairages et euh, ma pompe à carburant. Je vais y arriver. Après 7 euros pour les deux switches ronds. Alors pour l'instant, je les ai mis. En fait, j'ai rien assigné à ce bouton. Donc je sais pas si je vais les garder ou quoi. Ou si je vais trouver une fonction assignée. Mais bon, en tout cas, voilà. 8 euros pour la carte mère. Donc la carte mère, c'est une 0 délai USB. Donc voilà. Pour le budget global, c'est tout pour ce premier module. Et on est sous les 60 euros. Je vous mettrai la liste de tous les liens en description. L'idée, c'est pas forcément que vous preniez exactement les mêmes switches, les mêmes interrupteurs. Voilà, l'idée, c'est de fouiller d'autres sites que Amazon, etc. Et c'est de faire en fonction de vos envies. Pareil pour le bois. J'ai choisi ça parce que c'est à peu près tout ce que je sais travailler. Je suis pas quelqu'un de très manuel, mais vous pouvez faire ça en impression 3D. J'ai un ami sur Facebook qui a refait un petit peu ce projet à sa sauce avec une découpeuse dans de l'aluminium, je crois. Le résultat est vraiment chouette. Donc voilà, moi j'ai fait ça en bois, mais vous faites ça comme vous voulez, quoi. Simplement, voilà, si vous décidez de faire ce module en bois comme moi, il faut penser à une chose, c'est la découpe de la façade. Donc tous les boutons qu'on veut activer en façade, il faut bien percer la planche de bois. Pour le Neumann et pour les deux petits interrupteurs ronds, ça pose pas de problème. En fait, on utilise une grosse mèche de perceuse, on fait du trou rond, mais par contre pour les petits switches on-off et les deux gros interrupteurs à LED, vous voyez c'est un format carré ou rectangulaire, et si on fait une découpe à la mèche de perceuse, ça va être rond, quoi, ça va pas être terrible. Du coup moi j'ai utilisé une Dremel. Enfin, une Dremel, j'ai utilisé l'imitation Dremel de chez Leroy Merlin, donc sous la marque Dexter, que j'ai eu à 30 euros avec une série d'accessoires pour poncer, pour polir et quelques disques pour couper du bois. Alors, clairement, c'est pas de la très grosse qualité. Ça n'a rien à voir avec Dremel, même les instruments, enfin les disques de coupe, ils en mettent 15. J'ai dû en péter 10 rien que sur ce module. Donc, voilà, si vous avez un ami qui a du meilleur matos, je sais pas si avec une défonceuse ou avec d'autres aussi, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est un peu la partie la plus chiante, cette découpe avec la Dremel. On va passer à la partie branchement. Là pour le coup c'est super simple. La carte 0 délai USB, c'est une carte qu'on trouve déjà pas cher sur Amazon, qu'on branche en USB directement sur le PC et qui est reconnue comme si on branchait, je sais pas, une manette de 360 ou n'importe quel contrôleur. Alors ça peut être utile sur plein d'autres jeux, des simulations auto, d'autres simus de vol, et dans Flight Simulator c'est reconnu aussi comme un contrôleur natif. Donc une fois qu'on a fait les branchements, on assigne comme si on choisissait un raccourci clavier. Les branchements sont très 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 simples sur cette carte. On met le rouge et le noir sur l'interrupteur et on choisit sur quel port de la carte on se branche. Voilà, vraiment il n'y a pas plus simple. On verra après dans le deuxième module que ce sera plus compliqué enfin un peu plus compliqué avec l'autre carte qu'on utilisera. Voilà, une fois que c'est monté, moi j'ai mis un petit coup de peinture à la bombe, je me suis pas emmerdé en noir
D'ailleurs, pour les peintures, je vous conseille vraiment d'utiliser des peintures au rendu mat. À la bombe, on n'aura jamais un résultat parfait, industriel, etc. Mais en plus, je trouve que le brillant est assez dur à gérer. Donc, moi, j'ai utilisé du noir pour le premier module et du gris béton pour le deuxième. À chaque fois, j'ai fait un rendu mat. Et, bon, enfin, une finition mat et le rendu est pas dégueulasse, je trouve. Voilà, donc sur la carte 0 délai, ce que j'ai pas précisé, c'est que vous avez aussi quelques ports en 5 volts qui vous permettent d'éclairer des interrupteurs à LED. Donc moi j'ai deux interrupteurs à LED, donc il faut penser aussi à faire le branchement en 5 volts, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, pour le premier module, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est vraiment ultra simple. C'était le début de mon projet, c'est ça qui m'a décidé du coup ensuite à partir sur un deuxième module que je vais utiliser plutôt en vol et que je vais vous présenter tout de suite. Donc l'idée de ce deuxième module, c'était d'avoir une espèce de copie des panels SciTech, les petits modules carrés qu'on peut acheter en plusieurs exemplaires et qu'on peut empiler pour créer un cockpit. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir ça en version un peu plus cheap et beaucoup plus simple. Alors le concept c'est simple, c'est une planche de bois posée sur un écran. Sur cet écran, on déporte tous les instruments utiles de Flight Simulator. Et ce module, on va donc le décomposer pour résumer en trois parties. On a une partie écran plus logiciel. Donc logiciel, ça va être la partie qui va nous permettre de déporter les instruments de Flight Simulator 2020 vers un écran externe. La partie bois en deux, donc qui est en fait le support. Et sur ce support, la troisième partie qui va être la partie des boutons, des encodeurs et de la carte mère. Donc tout d'abord la partie écran plus logiciel. Donc toujours dans mon souci de dépenser le moins possible, j'ai récupéré un écran 4 tiers de 36 par 28 cm. Je suis allé choper ça au troc de Lille pour 8 euros, mais vous pouvez trouver l'équivalent au cash express, au cash converteur ou sur le bon coin. Enfin bon, voilà, vraiment l'idée c'était d'avoir un truc ultra basique. Moi j'ai choisi un écran 4 tiers avec les limites que ça comporte, mais parce que j'avais pas un espace énorme sur mon bureau. Et en plus, j'aime bien, ça donne un petit côté rétro et instrument, je trouve ça sympa. Forcément, l'écran 4 tiers à 8 euros, c'est du VGA derrière. Moi, ma carte graphique, donc une 1060, elle n'a pas de port VGA. Donc j'ai dû rajouter aux 8 euros un petit adaptateur VGA DisplayPort pour 8 euros, mais j'aurais pu rajouter un VGA HDMI, c'est pareil, c'est au même prix sur Amazon. Donc ça c'est pour l'écran. Ensuite pour la partie logicielle, donc voilà, il va falloir obligatoirement qu'on passe par des softs externes. Alors on a Air Manager qui a l'air vraiment excellent, qui est en ce moment en version bêta pour Flight Simulator 2020, donc il n'y a pas encore tout de disponible, etc. Mais voilà, Air Manager c'est payant, je crois que c'est dans les 60 euros. Moi, la version bêta m'avait pas ultra convaincu. Je trouvais qu'il manquait des choses et tout, et donc j'ai pas osé passer le pas parce qu'entre temps, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombé sur un super soft qui est entièrement gratuit et qui est créé par Scott Orange 1. Ça doit être en anglais ou en américain, je pense, qui avait déjà partagé sa création sur Reddit, qui était aussi un espèce de panneau comme j'ai fait moi, mais en mieux. Et sur sa page YouTube, donc je mettrai les liens de son Reddit et de la page YouTube, donc pour voir le résultat et pour télécharger le logiciel. Alors donc ce logiciel il est particulièrement, je trouve, utile pour le Cessna 172. Je précise la version sans le G1000, donc la version à l'ancienne. D'ailleurs, c'est comme ça que Scott Orange l'utilise. Mais moi, je l'utilise pour le DR400 et à 2-3 trucs près, tout fonctionne très bien. Ensuite, la partie bois. Donc là, c'est pareil, hein, je me suis pas emmerdé. J'ai pris une planche de MDF en 6 mm. Alors,
j'ai pris du 6 mm parce qu'il n'y avait plus que de ça dispo à la découpe à Leroy Merlin, mais je trouve que c'est un peu épais. Euh, alors en soi, c'est sympa d'avoir du bois épais, mais le problème c'est pour les encodeurs, enfin les codeurs rotatifs dont on parlera plus tard. Ça m'a obligé à recouper en biais pour pouvoir bien faire passer le codeur et pouvoir le visser derrière. Enfin bon, je trouve que c'est un peu épais. Moi, si vous pouvez, je vous conseillerais plutôt, si vous partez sur du bois, de prendre du 4 mm. Donc cette planche de bois, elle est posée sur l'écran, mais il faut bien faire attention à une chose, c'est que la planche, on ne peut pas la poser directement sur l'écran. Faut comprendre que derrière cette planche, on a les interrupteurs, donc ça va être les espèces, je sais pas comment on appelle ça, mais le dos des interrupteurs, les espèces de mini cartes mères, de mini circuits imprimés. On va avoir la carte mère aussi, donc la carte Léo Bodnar que je vais vous présenter tout de suite après, et on va avoir toute la partie câble. Euh, tout ce qui est derrière, on peut pas se permettre de les coller à l'écran parce que sinon ils vont venir toucher la dalle de l'écran et ça va tout fracasser quoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cadre tout autour de mon écran pour décaler la planche de l'écran en fait, pour qu'il y ait un petit espace. Donc pour faire ce cadre, j'ai juste acheté des baguettes qui font 1,5 cm que j'ai mis tout autour de l'écran. Alors je les ai collés comme un barbare avec du ni clou ni vis de Patex. Je me suis pas emmerdé parce que de toute façon l'écran je l'ai payé 8 euros. J'en ai vraiment rien à faire. C'est sûr que si vous mettez ça sur un écran incurvé à 400 euros, je vous déconseille de coller. De toute façon, je vous déconseille d'utiliser un écran cher pour ce genre de projet. Et donc le cadre est collé aux bordures de l'écran et la planche est vissée au cadre. Comme ça, la planche, s'il y a de la maintenance à faire, des modifications, j'enlève juste les vis et puis c'est facile à upgrader ou à réparer ensuite. Donc ce cadre ensuite c'est le même principe que le premier module, c'est-à-dire qu'il va falloir le découper. Alors pour les cadrans c'était très simple. Moi j'ai fait des cadrans assez petits qui ont un diamètre de 5 cm. Donc j'ai tout simplement utilisé une scie à cloche en 50 mm. Voilà pour découper ça. Après, il fallait pour les codeurs rotatifs, il fallait percer juste des trous avec une mèche. Je sais plus quelle taille j'ai utilisé, mais c'est relativement petit. Voilà, la partie un peu compliquée, ça a été l'espace pour la radio. Donc pareil hein, que dans le premier module, hop à la Dremel, on prend le temps qu'il faut et puis j'ai découpé ça. Franchement, ça fait le boulot. Donc l'idéal pour savoir où vous allez couper votre planche, c'est d'abord de positionner vos modules sur l'écran. Donc vous avez choisi votre écran, vous avez choisi son emplacement sur votre bureau, etc. Vous lancez le logiciel de Scott Orange si vous utilisez ça. Si vous utilisez Air Manager, je ne peux pas vous aider, mais bon, ça doit être pareil, j'imagine. Avec le logiciel de Scott Orange, vous allez d'abord choisir quels instruments vous allez utiliser, enfin vous allez avoir besoin de déporter. Alors il y a quand même pas mal de trucs, il y a quasiment, enfin je pense même qu'il y a tous les instruments d'un Cessna à 172. Moi j'ai quand même pas, il y a quelques instruments que j'ai pas mis, notamment les jauges de carburant, pression d'huile, etc parce que j'avais pas vraiment la place, mais bon, si vous avez un peu plus d'espace, vous pouvez tout mettre comme il a fait, hein, tout est dispo. C'est assez simple une fois que le logiciel est lancé sur votre écran, vous avez donc tous les modules, il vous suffit d'appuyer sur la touche P, mode de positionnement. Là ensuite vous choisissez votre module que vous allez positionner, donc avec les flèches du haut ou les flèches du bas, donc le module nav, le module vac, etc. Pour chaque module, il y a trois infos importantes. La taille du module, la position en abscisse, donc X, et la position en ordonnée Y, donc la position à l'horizontale et la position à la verticale. Voilà, c'est une partie qui est un petit peu longue de tout positionner, mais bon, en tout cas c'est assez simple. Voilà, je vous rappelle que le logiciel est gratuit, donc on ne peut pas attendre les mêmes fonctionnalités que d'un Air Manager en termes de positionnement de fenêtre ou quoi, mais franchement, ça fait largement le café.
Une fois que tout est positionné et vous convient, bah, le plus simple c'est de décalquer en fait votre écran tout simplement. Donc vous utilisez une ou plusieurs feuilles A4 blanches. Vous voulez coller littéralement, enfin vous n'avez pas utilisé de la colle, mais vous les placez vraiment à ras de l'écran. Et vous pouvez décalquer hyper facilement avec un petit crayon ou un feutre bah, tous les cadrans, tous les espaces, etc. Voilà. Une fois que vous avez décalqué, vous avez votre patron. Et après, vous avez juste à transposer votre patron sur votre planche de bois, à mettre tous les points de repère, etc. Et à partir de ça, bah, la découpe elle va se faire avec les outils dont je vous ai parlé, une scie cloche, une Dremel ou n'importe quoi. C'est vraiment pas le plus compliqué. Alors là, on va passer à la partie un peu plus technique du tuto, qui est la partie électronique. Parce que là, on a un panneau, un écran avec des instruments. Alors, c'est joli, mais voilà, l'idéal, c'est quand même de pouvoir interagir avec tous ces instruments. Et donc, il va forcément falloir brancher des interrupteurs, et en l'occurrence, surtout des codeurs rotatifs. Donc, dans le premier module, on a utilisé une carte 0 délai USB qui est très pratique pour le premier module pour des switches on-off et des petits interrupteurs. Mais ce type de carte, elle ne gère pas les codeurs rotatifs dont on va avoir besoin, qui sont les petits boutons qu'on tourne. Et donc pour ça, il nous faut une carte qui gère aussi de l'analogique et pas seulement du numérique. Moi, je me suis tourné vers la BU0836X de chez Léo Bodnar. Alors Léo Bodnar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise anglaise qui fabrique énormément d'électronique très qualitatif pour les simulateurs auto ou de vol. Donc ça va être des interrupteurs, ça va être des cartes mères, en l'occurrence c'est ce que j'ai acheté. Mais il va y avoir aussi des adaptateurs, des câbles, enfin voilà, vraiment pas mal de trucs très sympas. Donc la BU0836X c'est une carte analogique et numérique, donc ça va nous permettre de brancher des switches très basiques comme sur la carte 0 délai, mais aussi des encodeurs rotatifs et des potentiomètres. Cette carte elle a un avantage, c'est qu'elle est aussi très facile à configurer, elle ne demande pas de programmation, donc on est vraiment loin des cartes Arduino, donc on peut certainement pas faire autant de choses qu'avec une carte Arduino, mais au moins on n'a pas besoin de savoir programmer ou d'apprendre à programmer. Alors évidemment, cette carte elle est plus chère qu'une carte 0 délai. Elle coûte quand même 60 euros en import depuis l'Angleterre. Mais voilà, c'est une carte qui est quand même beaucoup plus poussée que la 0 délai, qui est très bien finie. Et, bon, à mon sens, ça vaut le prix, mais bon, peut-être qu'il existe des copies chinoises ou je sais pas, je vous laisserai rechercher. Donc à ces 60 euros, il va falloir rajouter des encodeurs rotatifs. Donc moi je vous mettrai un lien vers ceux que j'ai acheté, donc 10 euros les 5. Il faudra 2 paquets, donc 20 euros pour les encodeurs rotatifs. On peut sûrement trouver moins cher en encodeur, mais je vous expliquerai après pourquoi ces encodeurs en particulier ils sont assez intéressants. J'ai aussi rajouté 2 interrupteurs. Ces interrupteurs ils me servent à switcher sur ma radio le COM 1 avec le COM 2 et le nav, non enfin la fréquence en stand-by et la fréquence active, excusez-moi, donc pour le COM et pour le nav. Mais ces interrupteurs, en fait, je me suis pas embêté, je les ai récupérés sur un vieux synthétiseur Akai que j'avais chez moi et qui marchait plus depuis des années, que j'ai jamais réussi à réparer. Donc en fait, il y avait plein d'interrupteurs trop cool. J'ai découpé directement comme un sagouin le circuit imprimé et puis j'ai câblé ça à la carte et ça marche très bien. Mais bon, vous pouvez trouver des interrupteurs à mon avis dans ce même style à vraiment pas cher. Pour moi, ça m'a rien coûté du coup. Pour revenir sur la carte, moi j'ai insisté sur le fait qu'il faut utiliser des encodeurs rotatifs ou des codeurs rotatifs. En fait, c'est encodeur rotatif en anglais. Je crois qu'en français on dit codeur rotatif. Par abus de langage, on parle souvent de potentiomètre, mais c'est pas la même chose. Pour faire simple, un potentiomètre, on fait changer une résistance progressivement et on augmente ou on descend la valeur d'un signal analogique. Alors que sur un codeur rotatif, on envoie simplement deux informations, soit du 0, soit du 5 volts. Et donc si on tourne à droite ou à gauche, on envoie soit du 0, soit du 5 volts. Le codeur, il est cranté.
et à chaque cran, en fait, pour la carte, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. Donc en fait, pour la carte, quand on tourne à droite, c'est comme si on appuyait plusieurs fois très vite sur un interrupteur. Et c'est pour cette raison que les codeurs rotatifs, ils sont infinis, alors que les potentiomètres, on ne peut pas les tourner à l'infini. Et c'est pour ça surtout que les encodeurs, ils sont vraiment intéressants pour contrôler, je sais pas, un altimètre, il faut tourner à 360 degrés. Pour choisir nos fréquences, pareil, il faut de l'infini, voilà. C'est aussi beaucoup plus simple, je trouve, à câbler et même à configurer que les potentiomètres. Mais bon. Donc, pourquoi ces codeurs rotatifs en particulier? Je pense qu'on peut trouver moins cher, mais l'avantage de ces codeurs rotatifs, c'est qu'ils ont la fonction clic. Donc ça veut dire qu'on peut les tourner à 360 degrés, mais on peut aussi cliquer. Et cette fonction, alors je l'ai utilisée seulement pour deux codeurs sur les disques que j'ai installés. Mais ça me permet, donc je les ai installés, j'ai installé la fonction clic sur la radio et ça me permet de pouvoir, par exemple, gérer les unités et les décimales de chaque fréquence avec un seul interrupteur. C'est-à-dire que quand je tourne mon codeur, je fais monter les unités de la fréquence et si je veux gérer les décimales, et ben, je vais cliquer et tourner. Et franchement, ça marche vraiment du tonnerre. Pour la partie câblage de ces switches et de ces codeurs sur la carte Léo Bodnar, c'est quand même un peu plus chiant que sur la carte 0 délai, où voilà, il suffisait juste de plugger ça directement. Là, il va falloir déjà acheter du câble, parce que le câble n'est pas vendu avec la carte. Donc moi j'ai acheté, bon ça coûte que dalle, hein, j'ai acheté 4 nappes de 14 câbles, je crois sur le site. Donc voilà, il y a largement de quoi faire. Ces câbles, il faut juste les dénuder. Alors soit vous avez une pince, soit vous utilisez, je sais pas, des petits ciseaux ou quoi. Enfin bon, c'est assez simple à dénuder. Il faudra les souder ces câbles à l'interrupteur parce qu'il n'y a pas de fiche comme sur la carte 0 délai. Donc il faudra aussi un fer à souder, mais bon, ça vous vous en doutiez sûrement. Une fois que c'est soudé à l'interrupteur, par contre c'est assez facile à plugger dans la carte, c'est-à-dire que il faut placer le câble dénudé, on fait une pression avec un tournevis sur le dessus de chaque port, comme ça on libère le port, on insère le câble, on relâche et le câble est enfermé. Si à un moment il y a de la maintenance à faire, on n'a plus qu'à appuyer sur le port pour libérer, pour ressortir le câble. Pour les encodeurs, il faut aussi penser à utiliser, c'est la petite contrainte, un logiciel qu'on peut télécharger sur la fiche produit de la carte Léo Bodnar. Il faut comprendre que les codeurs rotatifs, ils ont trois câbles, donc un plus, un moins, inter. Et donc forcément, on va les brancher sur la carte entre deux ports. Avec la première entrée, ça fait partie des contraintes qui doit être sur un nombre impair. Donc c'est peut-être pas très clair comme ça, mais sur le site, sur la fiche produit, il y a toutes les explications. En tout cas, il faudra pour les codeurs rotatifs utiliser le petit logiciel qui est fourni avec la carte. Dans ce logiciel, on va indiquer le type d'encodeur. Donc dans notre cas, vous voyez à l'écran 1.1. Et il faudra dire pour chaque entrée voilà, quel type d'encodeur. Donc les entrées où vous savez qu'il y a un encodeur qui est branché, il faudra penser dans le logiciel et lui dire là il y a un encodeur 1.1 qui est branché. Pour les codeurs rotatifs qui nécessitent en plus de la fonction clic, il faut bien penser à brancher les deux bornes de l'interrupteur sur une entrée de la carte. C'est-à-dire que les codeurs rotatifs qui ont la fonction cliquer, ils ont 5 broches. D'un côté, il y a 3 broches qui servent à câbler le codeur, et de l'autre côté, il y a 2 broches qui sont comme des broches d'interrupteur classique, un plus et un moins, et qu'on branche directement sur une autre entrée de la carte. Donc voilà, je pense que pour les branchements, on a quand même fait le tour, même le tuto est déjà bien avancé, est déjà suffisamment long. Ce qui va rester à faire maintenant, ça va être configurer tout ça dans Flight Simulator. Donc on se retrouve pour résumer avec deux modules, donc deux cartes, donc deux câbles USB, forcément deux ports USB. Alors moi j'ai tout branché sur un petit hub ça me permet de libérer un port. En fait il suffit que je branche le hub sur un seul port USB et mes deux modules fonctionnent. Quoi qu'il en soit, dans Flight Simulator, ça va être
deux modules différents qui vont être identifiés et qui vont être configurables. Ok, donc on se retrouve directement dans le logiciel. Alors, on va aller dans les options, la partie commande, et là, qu'est-ce qu'on voit? Clavier, souris et surtout le BU0836X interface, donc qui correspond à la carte Léo Bodnar, et le générique USB joystick qui correspond en fait à la carte 0 délai. Donc c'est très simple, ils sont détectés en natif. Ensuite, on crée un nouveau profil de carte. Donc là, c'est ce que j'ai créé, Léo Bodnar Gab, et ici boîte à boutons. C'est assez compliqué, pour être honnête, dans Flight Simulator de bien configurer la bonne fonction à la bonne touche. En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à retrouver la fonction dans le nombre complètement délirant là d'options possibles. Le plus simple, en fait, ce que j'ai fait moi, si vous voulez régler un truc, je sais pas, sur la radio com. Donc dans com, moi je vous conseille de créer un nouveau profil vierge avec le clavier, parce que c'est avec le clavier que vous aurez le plus de touches disponibles. Et dans tout le menu com, vous assignez à chaque action une touche du clavier, toutes les lettres, tous les chiffres, s'il n'y a pas assez, le pavé numérique, puis des combinaisons avec CTRL, SHIFT, etc. Après vous retournez en jeu, vous appuyez sur toutes les touches une par une, et dès que l'action désirée apparaît, vous voyez que vous avez appuyé sur la touche, je sais pas, Y pour activer le feu de roulage. Vous retournez dans le logiciel, vous regardez la touche Y et vous voyez à quoi ça correspond pour ensuite assigner ça soit sur la carte Léo Bodnar, soit sur la carte 0 délai USB. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que j'ai fait et j'espère que c'est assez clair. Pour vous aider, je vais quand même vous partager les réglages que j'ai utilisés. Donc d'abord la carte Léo Bodnar. Alors je vais aller sur les touches appliquées. D'abord les instruments, donc réduction assiette, alors en fait ça monte le niveau de l'assiette sur le cadran. J'avoue que en fait je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est le nom dans le jeu. L'indicateur de cap qui, comme je vous l'ai montré, fonctionne pas pour l'instant, donc peut-être que c'est réservé aux avions qui ont un pilote automatique. En tout cas sur le DR400 ça fonctionne pas, j'ai pas le retour à l'écran alors que enfin j'ai pas le retour sur mon panel alors que j'ai bien l'action qui fonctionne dans le jeu, c'est bizarre. Radio, donc c'est là où il y a le plus d'options, donc pour com, voilà, alors échange com 1, donc c'est la touche l'interrupteur qui permet de basculer sur le com 1 de la fréquence standby à la fréquence active. Ensuite, réduction com 1, augmentation com 1, entre parenthèses fract. Alors c'est ce qu'ils appellent, enfin c'est ce que moi j'appelle les décimales dans le jeu. Donc si vous voulez régler les trois chiffres après la virgule de la fréquence, c'est ces options qu'il va falloir toucher. Comme vous voyez, moi c'est la touche 3 plus 1 et 3 plus 2. 3 plus 1, ça correspond en fait à mon potentiomètre, mon encodeur, excusez-moi, mon encodeur rotatif, ça correspond à l'action d'appuyer puis de tourner. En fait, 3 c'est appuyer et 1 c'est tourner à droite et 2 tourner à gauche. Réduire comme intégrale et augmente comme intégrale, et c'est les unités des fréquences, donc tout ce qu'il y a avant la virgule. Pour l'altimètre, réduire altimètre, augmenter altimètre, bon, ça c'est assez simple comme option. Pour le nav, en fait c'est à peu près pareil que pour le com, donc réduc nav, augmentation nav 1 avec les fracs par contre, voilà, et l'intégrale. Échange nav 1 pour passer de la fréquence veille à la fréquence active. Le VOR, ça va être réduc VOR 1 et augmente VOR 1. Le transpondeur, alors c'est assez simple, on peut réduire, augmenter de 1000, donc le premier chiffre des 4 du transpondeur, ensuite les unités, enfin les centaines, donc le deuxième, réduire, augmenter, les dizaines et les unités, voilà, très simple. Régler transpondeur, alors là on arrive à ma limite, c'est-à-dire que sur mon panel je voulais configurer un codeur rotatif pour pouvoir choisir les modes, donc le mode altitude, le mode standby, le mode on, le mode off du transpondeur. Par contre, j'ai tout simplement pas trouvé les options pour régler ça dans Flight Simulator. J'ai même mis un coup de FSU PC7 qui permet quand même normalement
de scanner toutes les options possibles, enfin de ce que j'ai pu comprendre de ce logiciel, et pour nous dire qu'est-ce qu'on a activé quand on clique sur un élément de l'avion. Et même là-dedans, c'est pas détecté. Donc ma théorie, c'est que pour l'instant, on peut tout simplement pas agir sur ces modes. Alors je trouve ça vraiment très dommage parce que bon, on se construit un panel et puis on est quand même obligé de passer par la souris pour ça. Donc si quelqu'un a une idée, une solution ou quoi, vraiment qu'il n'hésite pas, qu'il me laisse un commentaire ou un message sur Facebook et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, réglage de transpondeur, et voilà, on a fait le tour. Pour le générique USB, donc ça veut dire le module 1 qui va permettre de démarrer l'avion, les phares, etc. Voilà mes réglages. Alors alternateur, pompe à carburant, réglage batterie principale, ça c'est assez simple. Démarrage automatique du moteur et les magnétos, ça c'est ce que j'ai configuré sur mon système de clé. Et ensuite les feux d'atterrissage, alors vraiment les feux d'atterrissage, regardez bien les intitulés, donc c'est régler phare atterrissage, régler feu de navigation, etc. Parce que c'est un vrai casse-tête. J'ai vraiment mis du temps à régler ces putains de phares parce que les traductions sont vraiment à l'arrache. Bon, là je pense qu'avec ça au moins vous avez une base. Après voilà, c'est du travail, c'est du tâtonnement pour arriver au réglage parfait. Bah écoutez, après cette grosse demi-heure, je pense que le tuto touche à sa fin. Euh, J'espère que la vidéo vous a aidé, que vous arrivez un peu mieux à appréhender la création de cockpit. Ça peut vite devenir impressionnant, alors que vous voyez que si on est un petit peu imaginatif, qu'on arrive à s'inspirer de ce qui se fait aussi partout sur Internet, on peut arriver à un résultat que je trouve plutôt bon pour vraiment un budget hyper limité. Le but, voilà, c'est pas d'égaler des configs hors de prix. Le but, c'est quand même juste d'avoir quelque chose qui permet de pousser un peu plus la simulation, d'aller un peu plus loin, de moins utiliser sa souris, etc. C'est quelque chose qui peut se combiner, je pense, très bien avec d'autres solutions comme le tracker, par exemple. Ça peut être sympa de mélanger les deux. Moi, cette configuration, donc elle est encore en rodage, c'est encore quand même très prototype ce que j'ai fait. Il y aura sûrement des améliorations qui vont venir. Je l'utilise en partie avec le super logiciel Pilot to ATC, donc qui permet en fait de gérer nos conversations avec la TC via une intelligence artificielle et donc en parlant au micro avec des réponses. Donc les voix sont forcément moins sexy qu'avec le système Azure de Flight Simulator, mais en tout cas en termes de réalisme et d'immersion on peut aller quand même beaucoup plus loin qu'en sélectionnant juste des réponses préformatées. Voilà, ça montre vite ses limites. J'imagine que sur de l'IVAO ça peut être aussi très sympa d'utiliser ce genre de petits instruments. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de précision, si j'ai pas été assez précis. C'est ma première vidéo tuto, donc elle est beaucoup trop longue, elle a beaucoup trop de défauts, mais bon, j'espère quand même que ça va vous aider. Moi, je reste dispo si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, que ce soit sur la page YouTube ou sur le groupe Facebook Flight Simulator France. Je vais essayer peut-être de faire plus tard d'autres vidéos justement avec Pilot to ATC et puis avec mon petit cockpit maison et pour vous partager ça. Voilà, je vous souhaite de bien profiter de tout ça, de bien profiter du jeu et bon vol et à la prochaine. Ciao.